19h à Alger, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette édition complète de l'information à la une de ce mardi 27 février. 96 martyrs, bombardements et exactions en tout genre et des familles et des enfants qui meurent de faim. C'est le lot des Palestiniens à Gaza durant les dernières 24 heures et après 144 jours de génocide sioniste. À quelques jours du mois sacré du Ramadan, la perspective d'un cessez-le-feu d'une durée de 40 jours à Gaza, une nouvelle fois sur la table des négociations. Le Hamas confirme l'examen d'une proposition dans ce sens. Nous ferons le point dans ce journal. Quelques heures seulement nous séparent du coup d'envoi du 7e sommet du GECF en Algérie. Zoom ce soir sur le profil des pays membres de ce forum. « 48e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Le peuple sahraoui symbolise aujourd'hui en Afrique la lutte pour la décolonisation et le droit de vivre dans la dignité. Madame, Monsieur, bonsoir. 144e jour de génocide sioniste à Gaza. L'enclave palestinienne a subi durant les dernières heures une série d'attaques et de bombardements aériens, terrestres, mais également par voie maritime de la part de l'armée d'occupation sioniste, ayant fait plusieurs dizaines de martyrs. Selon le dernier bilan émis par le ministère de la Santé à Gaza, les forces sionistes d'occupation ont commis 11 massacres contre des familles et des civils pour un bilan de 96 martyrs et 172 blessés durant les dernières 24 heures. Le bilan global des victimes depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza est quant à lui à près de 30 000 martyrs et plus de 70 200 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Méthodiquement planifiée par l'occupant sioniste, l'agression a ciblé Rafah où l'on dénombre en moins 9 martyrs à la suite d'une frappe contre une maison appartenant à la famille El Zatma située aux alentours de l'hôpital koweïtien. Je vous propose d'écouter le témoignage du propriétaire de cette maison familiale après avoir été sorti des décombres. Des membres de la protection civile sont arrivés jusqu'à moi et ont pu me sortir des décombres. Je suis paralysé, ma femme aussi. C'est ma maison. Tout le toit est tombé, ces 2 appartements aussi. Tous les autres en haut sont démolis. Les escaliers sont démolis et la moitié des appartements est démolie. Ils disent que Rafah est sûre. Regardez la paix qui nous tombe sur la tête. Regardez la sécurité qui nous tombe sur la tête. Et dans la ville de Gaza, au centre de l'enclave palestinienne, plusieurs martyrs sont tombés après que l'aviation et l'artillerie de l'armée sioniste ont pris pour cible plusieurs endroits à l'image des zones de Darj, Sabra et Zaytoun. Au moins 7 corps sans vie de Palestiniens ont été transportés vers l'hôpital européen durant les dernières heures. La situation humanitaire était catastrophique. Nous avons dû partir de la région des Zaytoun. Il n'y avait pas de farine, ni de quoi manger ni boire. Au début, il y avait du riz, pas très cher, mais cela n'a pas duré longtemps. Mais nous vivions à partir de ce que nous avions et remercions le bon Dieu. Jusqu'au jour où les Juifs ont investi tout le quartier et nous ont obligés à quitter nos maisons par la force, en nous chassant vers Rafah et en séquestrant tous les hommes de la région. À Deir el-Balah et Tel el-Hawa, au moins 5 martyrs ont été sortis des décombres d'une maison dans la région de Qarara après avoir été bombardés par l'aviation sioniste. Les cadavres ont été transportés à l'hôpital Shuhada al-Aqsa, tandis qu'à Nusayrat, plusieurs personnes ont été tuées à la suite d'une attaque de drone ayant ciblé la zone dite de El Mukhayyam al-Jadid.
Et un autre chiffre qui illustre bien le niveau de barbarie de l'agression sioniste contre Gaza. L'armée d'occupation a commis 375 massacres depuis l'annonce du verdict de la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier. Les exactions qui ont fait en un mois seulement pas moins de 3525 martyrs et 5246 blessés. Des chiffres annoncés hier par le Bureau d'information gouvernementale. Plus de 4000 tonnes de bombes ont été larguées sur l'enclave palestinienne durant cette période, ajoute par ailleurs la même source. La région de Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne, a été la première à subir les assauts et les raids sionistes. Aujourd'hui, c'est une zone complètement dévastée que l'armée sioniste maintient dans l'isolement et où la population locale vit une situation humanitaire des plus catastrophiques, dominée par une famine extrême. Souila Kilal. Il se rue pour avoir une louche ou deux de nourriture. À voir de plus près, cela ressemble plutôt à un semblant de sauce rouge dans laquelle baignent 2 ou 3 morceaux de légumes peut-être. Même si les rations ne sont ni consistantes ni suffisantes pour tous ces enfants, de Jabalia dans le nord, où plus aucune aide n'arrive. Tout ce qui est comestible est bon à prendre en ces temps de crise. Nous venons ici pour le bien des innocents, des enfants, des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. Je jure devant Dieu qu'ils ne peuvent pas trouver une miche de pain à manger. Ils ne trouvent pas d'eau pour se doucher. Les gens sont dans le besoin. Ils souffrent de la faim. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ils ont préparé 2 pots de riz pour toute une région qui manque de pain, d'eau et de tout ce qui est nécessaire à la vie. Le mois de Ramadan arrive et nous n'avons rien du tout. Les conditions de vie sont à 0. Je peux même vous dire que nous avons atteint un niveau inférieur à 0. Nous souffrons de la faim dans le nord. Tout le nord a faim et nous en sommes arrivés à manger la nourriture des ânes, des vaches et des animaux. La plage est noire de monde du côté de Gaza City. Ils sont très nombreux à s'être donné le mot. Ils attendent patiemment l'arrivée d'éventuels camions humanitaires transportant des sacs de farine au péril de leur vie. Les balles et les obus sionistes ne sont jamais bien loin et les traquent de près. Mais a-t-on le choix quand on habite à Gaza? Nous sommes venus affronter la mort pour récupérer quelques kilos de farine. Nous ne trouvons rien. Il n'y a pas de nourriture pour mes enfants ni de pain. Nous sommes arrivés au point où nous mangeons des feuilles d'arbres. Nous mangeons la nourriture pour ânes. Que voulez-vous de plus? Je suis venu ici parce que je veux prendre de la farine. Regardez, j'ai une jambe cassée, mais je suis quand même venu. Un génocide qui s'éternise, une famine qui étend ses tentacules sur l'ensemble de l'enclave et torpille les estomacs. Une ville où la destruction et le danger sont partout. Gaza est sans aucun doute l'incarnation de l'enfer sur terre. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se penche aujourd'hui une nouvelle fois sur la situation à Gaza lors d'une session consacrée à la situation alimentaire dans l'enclave palestinienne. Et ce, en l'absence quasi totale de l'aide humanitaire systématiquement bloquée par l'entité sioniste, alors que des milliers de familles sont privées de nourriture depuis de longues semaines. Dans ce contexte de crise alimentaire aiguë à Gaza et à l'occasion de l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, est revenu sur le cas de l'UNRWA en déclarant que les pays donateurs doivent maintenir leur financement à l'agence humanitaire onusienne. J'espère que les pays donateurs maintiendront leur aide et leur soutien à l'UNRWA. Des enquêtes sont en cours, les rapports ne sont pas encore disponibles concernant les conclusions de ces enquêtes, mais en tout cas l'organisation a un mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale et doit être habilitée à remplir son mandat. Non pas parce que l'UNRWA est privilégiée, mais parce que les intérêts des personnes qui en dépendent doivent être préservés. Et alors que le mois du Ramadan
approchent à grands pas. Les manœuvres visant à arriver à un accord de cessez-le-feu à Gaza s'accentuent. Le mouvement Hamas a confirmé l'examen d'une nouvelle proposition de trêve d'une durée de 40 jours, alors que le Qatar, partie prenante de la médiation, a fait part de son espoir quant à un accord prochain, même si les déclarations du président américain Joe Biden sont jugées inadéquates par les deux parties. Plus de détails avec Neila Hamouda. Des négociations sur une possible trêve dans la bande de Gaza seraient en bonne voie. Un terrain d'entente aurait été trouvé à Paris entre le Hamas et l'entité sioniste. Ces pourparlers permettraient d'arriver à la libération des prisonniers palestiniens et des otages, mais également à un cessez-le-feu. La question posée est, s'achemine-t-on vraiment vers une trêve de longue durée ? Les négociations de Paris ont abouti à une feuille de route qui évoque une trêve. Cette cessation des opérations militaires pourrait être de longue durée. On parle même d'une trêve de 40 jours. Il y aurait également des libérations au quotidien des prisonniers palestiniens contre des otages sionistes. On parle de 400 prisonniers palestiniens contre une quarantaine d'otages, essentiellement des femmes et des enfants. Cela ne veut pas dire que l'entité sioniste n'est plus assoiffée de sang. Le gouvernement sioniste veut toujours lancer une offensive terrestre sur Rafah. Les plans militaires sont déjà préparés. C'est une course contre la montre. La horde sauvage sioniste tient absolument à poursuivre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, notamment à Rafah. D'un autre côté, Joe Biden, qui se retrouve sous pression de toutes parts, y compris de son électorat, veut absolument obtenir une trêve durant le Ramadan. Une période où d'habitude l'entité sioniste monte la tension et s'acharne contre le peuple palestinien. J'espère que d'ici au début du week-end, je veux dire plutôt la fin du week-end, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'espère que d'ici lundi prochain, nous allons avoir un cessez-le-feu. Un leader anonyme du Hamas a déclaré à l'agence de presse Reuters que les déclarations du président américain Joe Biden sur une éventuelle trêve sont prématurées et ne correspondent pas à la situation sur le terrain. Il y a encore de grandes lacunes auxquelles il faut remédier avant le cessez-le-feu. Les négociations butent toujours sur la destination des prisonniers palestiniens une fois qu'ils seront libérés. De son côté, le Qatar, partie prenante de la médiation, refuse de commenter les déclarations de Biden sur le cessez-le-feu à Gaza. Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, les négociations sont en cours sur tous les fronts pour trouver un moyen d'entamer la pause avant le Ramadan. Et justement, je vous propose d'écouter la déclaration du porte-parole de la diplomatie qatari, Majed Al-Ansari, au sujet des espoirs qataris concernant un cessez-le-feu à Gaza. Pas nécessairement optimiste que nous puissions annoncer quelque chose aujourd'hui ou demain, mais nous gardons l'espoir que nous puissions parvenir à un accord quelconque. L'escalade sioniste en Cisjordanie prend des proportions graves. 3 jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs à l'aube de ce mardi dans la ville de Toubas et au niveau du camp de Faria à la suite d'un raid sioniste. Il s'agit de Ahmed Dararma, 26 ans, Oussama Jabr al-Zalt, 31 ans, et Mohamed Samih Biatsa, 32 ans. À noter également que 3 autres personnes ont été blessées au niveau du camp. Le président Joe Biden, justement, qui essuie un à un les échecs concernant le dossier palestinien. Après l'épisode de l'immolation par le feu d'un soldat américain pour protester contre la politique américaine à Gaza, cette fois-ci, c'est la communauté musulmane de l'État du Michigan qui a fait parler d'elle en organisant une manifestation en guise de vote protestataire contre celui qui avait recueilli leur voix étant candidat à la présidentielle en 2020. Donc, en 2022, j'ai travaillé sur la campagne Biden et il y avait beaucoup de gens dans la communauté musulmane, dans la communauté arabe qui sont sortis et ont voté pour Biden. 75% des musulmans du Michigan ont voté pour Biden, ce qui l'a mis au-dessus du sommet. Vraiment. Et vous savez, quand nous y regardons, nous avons aidé ce gars à franchir la ligne d'arrivée et nous l'avons soutenu, nous lui avons fait un don. Nous avons frappé aux portes pour lui
Et en ce moment, alors que notre famille est bombardée, il ne peut même pas dire qu'il mérite de vivre en paix, dans la dignité. Mais au lieu de cela, il envoie plus de bombes, il envoie plus, vous savez, plus d'armes pour bombarder les enfants, les femmes et les innocents palestiniens. Nous sommes donc dégoûtés, nous sommes très blessés par ce qu'il fait. Le Hezbollah libanais a annoncé ce mardi avoir ciblé une base de surveillance aérienne de Meron, appartenant à l'entité sioniste dans le nord de la Palestine occupée, avec une salve de roquettes en riposte aux frappes sionistes d'hier sur la région de Baalbek, dans l'est du Liban. Le parti libanais a déclaré que cette opération intervient en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et digne, et en riposte à l'agression sioniste aux abords de la ville de Baalbek, dans la plaine orientale de la Bekaa, qui a fait au moins 2 victimes parmi ses membres. Voilà en ce qui concerne l'essentiel de l'actualité en Palestine, direction le Sahara occidental ou autre colonie. 48 ans sont passés depuis la proclamation de la naissance de la République arabe sahraoui démocratique. 48 années durant lesquelles le peuple sahraoui a poursuivi inlassablement sa lutte pour l'autodétermination au prix fort des sacrifices face à l'oppression de l'occupant marocain. Pour le président sahraoui Ibrahim Ghali, cette proclamation porte en elle la volonté du peuple sahraoui de vivre dans la dignité. Leïla Gertal. C'est une longue marche que le peuple sahraoui a entrepris pour son indépendance, dont une des étapes les plus importantes est sans doute la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Un certain 27 février 1976 à Ben Lahlou, dans les territoires libérés, et ce au lendemain du départ du dernier soldat espagnol du Sahara occidental. Et depuis, la race de son peuple et son représentant légitime, le Front Polisario, ont montré leur détermination à parachever le processus de décolonisation de la dernière colonie d'Afrique. En effet, le peuple sahraoui se rappelle chaque année cette date commémorative forte en symbole qui constitue la pierre angulaire de sa lutte, les grands défis auxquels il doit encore faire face. Après le retrait de l'occupant espagnol suite à la signature de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975 et l'invasion par le Maroc des territoires sahraouis en octobre de la même année, alors que le peuple sahraoui n'avait pas encore pansé ses blessures, qu'il entama une nouvelle bataille contre l'occupant marocain qui se poursuit à ce jour, et ne cessant de montrer son attachement à sa terre et sa résilience face aux politiques expansionnistes du royaume marocain, qui persiste dans sa politique d'épuration ethnique, en octroyant des terres et des colonies aux étrangers et au peuplement forcé des villes et des villages sahraouis, sans oublier bien sûr le pillage de ses richesses. Des pratiques pourtant en totale contradiction avec le droit international. Et ce 48e anniversaire de la race intervient dans un contexte particulier, entre percées diplomatiques et victoires juridiques, mais aussi une lutte armée, bien qu'elle soit asymétrique et inégale, comme rappelé par le président sahraoui Ibrahim Ghali. Mais c'est une guerre d'usure qui met à mal l'occupant et impacte de façon directe sa situation socio-économique. S'agissant de la bataille juridique, la victoire du Front Polisario, qui a réussi à mettre un terme au pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, en particulier les accords de pêche Union européenne-Maroc, constitue un précédent mettant non seulement l'occupant, mais aussi la complicité des grandes puissances devant le fait accompli. Et en parallèle aux célébrations officielles du 48e anniversaire, le groupe de Genève a organisé ce mardi une conférence consacrée à la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses naturelles en contexte de décolonisation, avec étude de cas du Sahara occidental, et ce en marge de l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, une rencontre qui a connu la participation d'experts internationaux du droit international et des droits de l'homme, et à leur tête, l'avocat du Front Polisario, Gilles Devers.
Et à 2 jours du coup d'envoi du 7e sommet des pays exportateurs de gaz à Alger, zoom ce soir sur le profil des nations qui composent le GECF, entre cadors du secteur et outsiders. Le forum fait office de boîte à idées pour l'avenir du gaz. Ressource naturelle devenue l'une des armes géopolitiques les plus puissantes, le gaz naturel a su s'imposer comme un des leviers les plus importants du secteur de l'énergie pour le Forum des pays exportateurs de gaz, à 2 jours d'un sommet que les experts qualifient de décisif, où ils se rendent en conclave à Alger pour se concerter sur une feuille de route commune en matière de gestion de l'énergie bleue en amont et en aval de sa production. 17 membres réunis autour d'une même table. Le profil des pays du GECF reste néanmoins très hétéroclite de par les caractéristiques des nations qui le composent. Si l'on retrouve au sein de ce conglomérat des pays faisant partie du quota mondial du gaz naturel en termes de volume, comme l'Algérie, le Nigeria, le Qatar ou encore la Russie, première réserve mondiale de gaz, des pays comme l'Iran et le Venezuela qui sont sous embargo pourraient aussi émerger comme 2 futurs gros fournisseurs de l'énergie bleue. Aux côtés de pays observateurs comme l'Irak, la Malaisie, l'Azerbaïdjan. Des nations membres à part entière comme l'Égypte, Trinité, Tobago et la Guinée équatoriale tentent à travers leur appartenance à ce forum de se faire une place de choix sur l'échiquier international du gaz. Le GECF peut se targuer aujourd'hui de compter parmi ses membres les 3 premières réserves mondiales prouvées de gaz, à savoir la Russie avec 24% du total, l'Iran avec près de 17% et le Qatar avec plus de 12%. En 2022, 5 pays du GECF figuraient au classement des 12 plus gros producteurs mondiaux de gaz, dominés par les États-Unis, principal concurrent et premier producteur mondial depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. La Russie avec 699 milliards de mètres cubes, l'Iran avec 244 milliards de mètres cubes, le Qatar avec 170 milliards de mètres cubes, l'Algérie avec 102 milliards de mètres cubes et enfin l'Égypte avec 68 milliards de mètres cubes. Dans un marché de l'énergie de plus en plus complexe et volatile, l'Algérie joue très habilement ses cartes. Le pays hôte du 7e sommet du GECF détient aujourd'hui une particularité plutôt singulière, celle d'avoir pu s'imposer en 2023 comme l'un des 4 principaux fournisseurs de l'Europe, à la fois par gazoduc et en GNL. Le ministre de l'Énergie et des Mines algérien Mohamed Arqab a qualifié le 7e sommet du GECF de sommet des défis majeurs compte tenu des circonstances et des changements importants au niveau régional et international. Lors d'une interview qu'il a accordée à l'agence de presse qatari, Arqab a souligné le rôle croissant du gaz naturel dans le mix énergétique mondial, démontrant l'importance de mener des discussions approfondies et de soutenir la coopération entre les pays exportateurs de gaz pour assurer le succès de la transition énergétique. Au niveau international, le prochain sommet sera confronté à des défis tels que les répercussions de la crise du Covid-19 et l'adaptation aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat à la lumière de la pression croissante pour accélérer le dialogue sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et réduire l'utilisation des énergies fossiles. En Europe, les agriculteurs poursuivent leur mouvement de protestation contre les lois européennes. Le mouvement qui a gagné plusieurs pays du vieux continent sur fond de manifestations géantes fait trembler Bruxelles après l'Espagne, la Belgique ou la France hier. La Pologne avait rendez-vous ce mardi avec un nouveau cycle de grogne de la part des agriculteurs. Ils étaient des milliers à investir les rues de la capitale Varsovie pour manifester contre les réglementations vertes européennes et l'importation des céréales ukrainiennes vers l'Union européenne. Voilà, ainsi s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi. La suite avec l'échiquier international présenté par Leila Guerta. L'excellente suite des programmes sur Al24 News.